Merci beaucoup Yacine. Donc vous l'aurez compris, ce sont mes premières journées du CCOS, donc mes collègues masculins ne m'épargnent pas. Donc effectivement, moi je suis spécialisée dans la chirurgie du pied et de la cheville. J'ai fait toutes mes études à Bordeaux et donc aujourd'hui j'ai pour objectif de vous parler un petit peu de l'hallux valgus et notamment de la planification de son traitement. Donc quelques rappels, l'hallux valgus c'est quand même la déformation la plus fréquente de l'avant-pied. Malgré tout, ça reste une pathologie qui est assez peu connue et qui au final est assez peu formée, notamment dans nos études médicales et même de chirurgie orthopédique. Il faut forcément recourir à une spécialisation pour pouvoir maîtriser parfaitement l'hallux valgus. C'est un véritable enjeu socio-économique. Il y a quand même 30% de la population féminine qui est touchée par la déformation, sans oublier 13% de la population masculine qui en général peut remercier la maman qui a transmis chez ces messieurs l'hallux valgus. C'est plutôt une pathologie de la femme âgée, plutôt après 65 ans. 37,5% des femmes de plus de 65 ans sont touchées. Malgré tout, moi, à ma consultation, j'ai beaucoup de jeunes filles, et notamment des formes juvéniles, donc adolescentes, environ 8%, qui viennent à la consultation pour des douleurs sur l'hallux valgus. La déformation, elle peut être variable, avec la petite bosse que l'on a à peu près tous, l'hallux valgus physiologique, qui peut être un petit peu augmenté de volume et commencer à venir frotter dans la chaussure, jusqu'à devenir vraiment l'hallux valgus dont les gens se plaignent. Donc il n'y a pas de concordance entre la plainte et la déformation, mais parfois, si on attend plus, on se retrouve avec des avant-pieds qui sont vraiment plus gênants. Et ceux-là, en général, sont rapidement diagnostiqués. On a véritablement le gros orteil qui vient passer sous les autres et ça devient de plus en plus gênant. On peut le comprendre dans la chaussure. L'hallux valgus, c'est avant tout une pathologie clinique. Donc, en fait, ça repose surtout sur l'interrogatoire. Le patient, il vient, il va se plaindre en priorité d'une gêne esthétique. J'ai quelque chose qui pousse sur mon pied et c'est moche. Mais ce n'est pas la priorité. Il faut rechercher avant tout une difficulté au chaussage, des douleurs et donc un handicap fonctionnel. À l'examen clinique, on va apprécier l'importance de la bosse, l'inflammation en regard de la déformation avec éventuellement une synovite. Il y a même certains patients qui ont des kystes articulaires à ce niveau-là puisque la capsule va s'irriter. On recherche également les complications de l'hallux valgus avec les métatarsalgies et les déformations d'orteils. On regarde également l'instabilité cunéo-métatarsienne, l'enraidissement articulaire et le canon du pied. Tout ceci nous permet de vraiment apprécier l'hallux dans la globalité de l'avant-pied. On examine également le pied en charge avec les empreintes. On analyse la podoscopie à la recherche d'hyperappui et un défaut d'anatomie qui s'appelle le pied plat valgus, qui est très pourvoyeur d'hallux valgus. Les examens, ils sont assez simples. C'est une radiographie en charge. Elles peuvent parfois être complétées par d'autres examens, IRM, échographie et scanner, mais en général plutôt pour rechercher des complications. Mais l'hallux valgus, au final, c'est assez simple. Il faut une radio, mais une radio bien faite. Et vous comprendrez pourquoi. L'évolution de l'hallux valgus, elle apparaît donc à âge variable, vous l'aurez compris, plutôt après 60 ans chez la femme, après la ménopause, perte de la qualité tissulaire et donc la déformation s'aggrave. Mais parfois chez le jeune. C'est une déformation qui est progressive et inéluctable. Quand on est touché, on est coulé. Aggravé par le port de chaussures fermées et à talons, ça c'est réputé et c'est bien connu par tous. Favorisé, donc, comme je vous l'ai dit, par le pied plat valgus, avec un risque réel de dégénérescence arthrosique. Et cette déformation risque également de décompenser sur le reste du pied, d'où l'importance de diagnostiquer correctement et rapidement l'hallux valgus avant que ça commence à dégénérer. Donc, qui est-ce qu'on opère? La règle, c'est on opère la douleur et pas la gêne esthétique. Donc les patients qui viennent en consultation en me disant qu'ils ont un pied qui est moche, ils repartent avec un pied moche. Les 5 tableaux de l'hallux valgus. Alors celui que l'on voit le plus souvent, c'est l'hallux valgus avec le conflit médial douloureux. Donc c'est juste la déformation du premier rayon et ils se plaignent de rien d'autre. Mais parfois ils viennent avec un hallux valgus qui décompense, avec des métatarsalgies ou des griffes d'orteil. Et parfois, ce n'est pas l'hallux qui est au premier plan. On voit surtout les métatarsalgies, donc des douleurs sur les rayons d'à côté. Et puis finalement, c'est en cherchant et en enlevant la chaussure qu'on découvre la déformation du premier rayon. Et puis parfois, on a l'hallux valgus qui a décompensé avec des douleurs articulaires et donc ils viennent parce qu'ils ont mal de manière cyclique. Ça leur fait penser à de l'arthrose, donc ils viennent pour de l'arthrose. Et en fait, non, il y a une déformation du gros orteil en hallux valgus. Quand est-ce qu'il faut les opérer, les hallux valgus? Il n'y a jamais d'urgence. C'est quelque chose qui évolue de manière assez lente. Donc, on a toujours le temps de regarder. L'idée, c'est de
pas trop attendre non plus. Parce que plus on attend, plus ça décompense, plus ça se complique, et donc plus la chirurgie sera lourde. L'idée étant de faire récupérer le plus rapidement possible au patient. Donc quelques idées reçues. Il n'y a pas d'âge pour opérer un hallux valgus. On n'est ni trop jeune, ni trop vieux. On opère les jeunes enfants, enfin les adolescents. Et il n'y a pas de trop vieux non plus. J'ai beaucoup de personnes de 85, 90 ans qui viennent et qui me disent « Non mais on m'a dit que j'étais trop vieille ». Mais au final, cette personne-là, elle est aussi active que quelqu'un qui a 70 ans. Et donc je lui dis « Non, en fait, si vous marchez, si vous avez un réel pronostic fonctionnel, il faut vous opérer ». Donc, jeune, on attend la fusion des cartilages de croissance. Et chez la personne âgée, par contre, on ne fait pas de miracle. Les patients qui sont non marchants avant, on ne les fait pas marcher après. Le bon moment, au final, c'est celui où le ou la patiente sera décidée à se faire opérer. Le traitement, toute déformation douloureuse ne peut être corrigée de façon radicale et définitive que par la chirurgie. On n'a rien qui a fait ses preuves et de manière efficace dans le temps pour corriger un hallux valgus. En revanche, les prises en charge médicales permettent de limiter les douleurs et de repousser au maximum l'échéance chirurgicale en attendant que le patient soit prêt. Donc il faut adapter la chaussure, il faut éventuellement porter des semelles. On peut avoir des écarteurs d'orteils, donc on appelle les orthoplasties, qui permettent de limiter le conflit entre le premier et le deuxième orteil. On peut également porter des orthèses nocturnes, donc c'est sur les déformations débutantes, notamment pour soulager les douleurs articulaires du début de la déformation. Et si besoin, également de faire des infiltrations sur la composante arthrosique. Donc la chirurgie, oui, mais quoi ? La chirurgie, un peu comme toute la chirurgie en orthopédie, c'est à la carte, c'est en fonction de la déformation, en fonction du patient, en fonction de sa demande. Donc les éléments qui sont à prendre en compte, c'est l'importance de la déformation, l'importance de la composante métatarsienne, l'importance de la rétraction des tissus mous, la composante articulaire, la phalange qui intervient également dans la déformation et d'autres éléments qui font une globalité de la prise en charge du pied. Dans la littérature, il y a plus de 150 techniques qui ont été décrites pour corriger l'hallux valgus. Nous, ici, on est plutôt scarf et chevron. Donc, c'est deux techniques qui sont différentes et qui se font de manière différente également. Les gestes qui sont réalisés dans la chirurgie de l'hallux valgus, on va avoir des gestes sur les parties molles parce qu'il y a la part osseuse, mais il y a également la part des parties molles sur la déformation. Le risque étant que de trop libérer les parties molles, on a l'effet inverse. Et donc cette fois-ci, on a le gros orteil qui part vers l'intérieur du pied et donc en hallux varus. Les ostéotomies, donc c'est casser l'os pour redresser. Il n'y a pas d'autre moyen, quand on a une déformation osseuse, que de corriger l'anatomie. Elles peuvent être basales, diaphysaires ou distales, avec différentes orientations. On peut forcer sur la médialisation, on peut l'orienter vers le bas, on peut déroter. Et tout ceci va être réfléchi et pensé avant l'intervention grâce à la planification. On peut associer à l'ostéotomie métatarsienne une ostéotomie phalangienne qui permet également de variser, raccourcir et de déroter. Donc encore une fois, on a des corrections qui peuvent être faites dans les trois plans de l'espace. L'évolution actuelle, elle est, depuis quelques années maintenant, et notamment depuis les années 2000, le développement des chirurgies qui sont de moins en moins invasives. Effectivement, il y a quelques temps, on faisait des incisions de 10 cm, où on ne se privait pas pour bien voir, tout dévasculariser. Et maintenant, de plus en plus, on s'oriente sur des chirurgies qui sont donc mini-invasives, où on a des incisions qui font 1,5 cm et qui ont de ce fait un pronostic cicatriciel qui est plutôt bien toléré. Et aujourd'hui, on fait de la chirurgie percutanée. Et donc, de 1,5 cm, on passe sur des incisions qui font 2 à 3 mm. Et donc, au lieu d'avoir une grande incision, on a 4 petits trous dans le pied. Donc, l'idée, en me faisant intervenir au sein du CCOS, c'était un peu d'apporter cette carte percutanée au groupe, puisque moi, j'ai été formée au CHU de Bordeaux avec un des maîtres précurseurs de la chirurgie percutanée. En post-opératoire, on a donc un pansement de réduction qui est à conserver 15 jours et qui permet à la fois de stabiliser le montage et surtout de protéger les parties molles. L'appui, il est autorisé dès le jour même. Donc forcément, ça se fait sous anesthésie locale. Le patient ne sent pas son pied, il attend le lendemain. Mais globalement, il peut marcher dès le jour même avec une chaussure médicale adaptée. La rééducation fonctionnelle, elle est à commencer à 15 jours, une fois qu'on a retiré le pansement, en fonction de la demande et du patient. Si on a des patients qui sont jeunes avec un hallux simple, en général, les consignes d'autorééducation suffisent. Donc la planification opératoire et l'apport du numérique. Au final, la révolution numérique pour la planification opératoire de l'hallux valgus, elle a commencé en 1895 avec monsieur Röntgen qui a inventé la radiographie. Donc la révolution numérique, elle a commencé très tôt pour nous. Elle nous a permis effectivement d'avoir des radios qui sont faites, mais qui doivent être faites correctement. Pour l'hallux valgus, il faut une radio qui soit faite debout.
Donc ça ne sert à rien d'envoyer un patient sans une prescription précise parce qu'il va forcément ressortir avec une radio faite coucher. La statique du pied s'examine debout. Et donc la radiographie nous est utile en préopératoire pour réfléchir à notre planification, mais elle est surtout très utile en opératoire. Bien évidemment, le percutané, moi, j'ouvre pas pour voir l'os et comprendre comment l'os se déplace. Donc, je contrôle tout par la radiographie. J'opère avec un ampli au bout de la table et le patient a le pied dessus. Et donc, j'opère avec l'ampli en permanence. Donc, le numérique, pour moi, il a commencé à ce moment-là, en 1895. La radiographie en charge. Donc, ma planification, comment je fais? J'ai une radio de face et j'examine un petit peu tous les angles. Donc, le premier angle à examiner, c'est l'angle en bleu, qui est l'angle intermétatarsien, qui doit être supérieur à 10 degrés. Ensuite, je regarde le valgus phalangien, donc l'angle rouge, entre le métatarsien et la phalange. Cet angle-là, il est supérieur à 15 degrés. Ça, c'est l'analyse classique que tout radiologue va vous faire dans l'interprétation de sa radio. Moi, quand je suis chirurgien orthopédique, je regarde d'autres choses. Je regarde le DMMA. Le DMMA, c'est l'angle que fait la surface articulaire, c'est l'angle en jaune, par rapport à l'axe de la diaphyse du premier métatarsien. Donc, en fait, c'est l'orientation de la surface articulaire. Parce que, par exemple, sur les hallux valgus congénitaux, la surface articulaire sera automatiquement basculée vers les petits orteils, ce qui va orienter le gros orteil vers les petits. Je regarde également la composante phalangienne. La crosse phalangienne, donc c'est le parallélisme entre les deux articulations, métatarso-phalangienne et interphalangienne. S'il y a une divergence et un non-parallélisme de ces articulations, il y a intérêt à redresser l'orteil puisqu'il y a une composante phalangienne. On regarde également la divergence métatarso-sésamoïdienne. Et ça, c'est un petit peu ce qui porte l'intérêt récemment. C'est vraiment s'assurer, lors de la correction de la luxe valgus, que nos petits sésamoïdes qui sont ici et qui commencent à se luxer dans la première commissure soient bien rechaussés sous la tête. Alors, ce n'est pas les sésamoïdes qu'on rechausse, mais c'est plutôt la tête qu'on remet au-dessus des sésamoïdes quand on cherche à corriger un hallux valgus. Et c'est vraiment le point d'intérêt principal en ce moment dans la chirurgie de l'hallux valgus. On regarde également la longueur des métatarsiens latéraux avec cette fameuse courbe de Maestro qui indique qu'effectivement le deuxième doit être à peine plus long que le premier et après avec une décroissance harmonieuse de manière à avoir un respect global des appuis sur l'avant-pied. On regarde la composante articulaire et avec déjà tous ces éléments, dans notre tête, on va avoir une idée de s'il faut beaucoup translater, pas beaucoup, intervenir sur la phalange, pas sur la phalange. Est-ce qu'il faut raccourcir le premier parce qu'il est trop long par rapport au deuxième et qu'il y a un peu d'arthrose? Donc déjà, on rentre, rien qu'avec la radiographie, sur une planification préopératoire quasi globale. Sur le profil, on recherche l'instabilité cunéo-métatarsienne, donc avec cette ouverture en plantaire de l'articulation, qui va témoigner en fait d'une laxité à ce niveau-là, qui va favoriser la luxe valgus. Et donc, si on continue à traiter en distalité, comme on a l'habitude de faire, la luxe valgus, il va revenir parce que l'articulation cunéo-métatarsienne restera instable et la déformation va revenir malgré la correction en distalité. Donc, la planification par la radiographie, elle est effectivement préopératoire, corriger les angles, rétablir la courbe de Maestro pour qu'elle soit harmonieuse. Il faut éviter les hyperappuis, donc s'assurer que sur les pieds creux, on ne fasse pas trop descendre non plus notre hallux en le corrigeant, prévenir de l'usure et de la dégradation arthrosique, et surtout qu'on ait un effet durable dans le temps avec la meilleure indication possible. Et bien évidemment, la planification se respecte en paire opératoire avec l'utilisation de la radio. Comme je vous l'ai dit, on essaie de respecter les mêmes principes et de s'assurer que tout ce qu'on a dit avant est respecté pendant. Quelques révolutions malgré tout plus modernes, parce que la radio, c'est quand même une analyse de dimension d'un volume 3D. Et le pied, ça reste une anatomie qui est assez complexe, avec plein de petits os, et qui ont des mouvements de torsion dans le plan coronal que l'on n'arrive pas forcément à interpréter et à apprécier avec la radio. Donc on s'est demandé comment apprécier ces mouvements et donc on a développé un scanner 3D en charge depuis à peu près une dizaine d'années. Donc on n'a pas encore sur la clinique, mais qui permet effectivement sur une acquisition très rapide, ça dure 1 à 2 minutes, d'avoir l'appréciation en 3 dimensions de l'ensemble des articulations du pied et surtout de pouvoir apprécier dans le plan frontal les éléments rotatifs. Et on s'est rendu compte que en fait, les sésamoïdes, ils n'étaient pas juste translatés, ils étaient parfois rotés. Et il fallait prendre en considération la rotation
du premier métatarsien dans sa chirurgie. C'était une donnée qu'on n'avait pas avant. Donc grâce au scanner en 3 dimensions, on a pu réfléchir autrement. Et donc on espère un jour pouvoir avoir accès à ce type d'imagerie pour pouvoir mieux corriger nos patients. Ici, à la clinique du sport, on a un outil numérique qui est quand même très sympa, c'est la digitalisation par la biomécanique. Donc les patients peuvent avoir un suivi préopératoire, mais également post-opératoire avec des podologues où ils font une capture biomécanique sur la marche, sur la course et sur la statique de l'avant-pied. Et je ne désespère pas de pouvoir mettre en place avec eux des études pour pouvoir apprécier la chirurgie de la luxe valgus en percutanée et voir à quel point on arrive à rétablir des empreintes normales et une biomécanique normale du pied grâce à la chirurgie percutanée avec leur analyse qui est hyper complète. Donc j'espère qu'un jour on aura l'occasion de vous présenter tout ça. Donc en résumé, il n'y a pas vraiment de révolution dans la prise en charge de la luxe valgus, qu'elle se fasse en chirurgie ouverte ou en percutanée, les principes sont les mêmes et notre planification est la même. Il faut avant tout une radiographie en charge, donc rien de bien compliqué à prescrire à vos patients, il faut une radio en charge, face et profil. Certes, les techniques sont moins invasives et on espère avoir de meilleures connaissances des déformations grâce au scanner en charge. Je vous remercie de votre attention.